Quelque part, un homme a gagné des millions en vendant des pierres. Un autre a implanté des testicules de chèvre à des personnes, comme médecine. Et un gars, il a vendu le pont de Brooklyn, plusieurs fois, avec des reçus. Ce n'est pas de la fiction. C'est l'histoire réelle, juste les parties les plus stupides, les plus étranges et les plus ahurissantes. Ce sont 33 arnaques si ridicules que vous rirez, grincerez des dents et remettrez probablement en question l'historique de votre propre carte de crédit. Allons-y. 1. Imaginez acheter le pont de Brooklyn. Pas une multipropriété, le pont lui-même. Imaginez maintenant le faire avec un reçu d'un charmeur nommé George C. Parker, le champion incontesté des escrocs. Sa spécialité? Vendre les monuments de New York à des touristes crédules comme s'il s'agissait de souvenirs bon marché. Le pont lui-même? Vendu des dizaines de fois. La Statue de la Liberté? Pratiquement donnée. Le Madison Square Garden? Le vôtre contre une poignée de main ferme et une liasse de billets. Certains acheteurs, le ciel les bénisse, ont même essayé d'installer des postes de péage sur la propriété publique avant que la police ne les informe gentiment. Monsieur, vous ne possédez précisément 0% de cette structure. Si l'audace pure et simple était une action, George aurait fait passer Elon Musk pour un petit vendeur de rue. Sa confiance était vraiment d'un niveau supérieur, une forme d'art. 2. Le docteur John Brinkley, un visionnaire ou une menace selon votre seuil de tolérance à la douleur, a posé les yeux sur une chèvre, puis sur un homme, et a eu une épiphanie médicale qui a sûrement violé plusieurs lois de la nature et du bon goût. Son traitement révolutionnaire contre l'impuissance? L'implantation chirurgicale de testicules de chèvre dans les bourses humaines. Parce que les années 1920 étaient apparemment un carnaval de charlatanisme et de choix de vie douteux, les gens ont fait la queue pour cela. Il est devenu fabuleusement riche, a acheté une station de radio pour diffuser son génie et s'est présenté au poste de gouverneur. 2 fois. Laissez cela s'imprégner. Un homme insérant des gonades de chèvre dans des personnes a failli gouverner un État. Peu importe les infections ou la faucheuse qui frappait, les gens juraient qu'ils se sentaient plus jeunes. Peut-être à cause de la pure terreur d'avoir une anatomie de basse-cour cousue à leur personne. Pure folie. 3. Le perroque n'était pas une métaphore astucieuse de l'aliénation moderne. C'était, littéralement, une pierre. Une pierre lisse et ordinaire, nichée dans une boîte en carton avec des trous d'aération, comme si elle pouvait s'étouffer de sa propre inertie géologique. En 1975, un génie du marketing nommé Gary Dahl a parié que le public était collectivement assez ennuyé pour acheter des objets inanimés comme compagnons. Et le public a rapidement répondu « Tenez, prenez tout notre argent ». Chaque pierre était livrée avec un manuel d'entraînement méticuleusement élaboré, détaillant ses besoins inexistants et ses 0 traits de personnalité. Dahl est devenu millionnaire du jour au lendemain. Tout cela pour avoir vendu des pierres qu'il avait probablement ramassées sur une plage. Quelque part, un homme des cavernes qui utilisait réellement des pierres pour survivre est en train de se retourner dans sa tombe peu profonde, complètement déconcerté par le capitalisme et ses merveilles. 4. Gregor MacGregor, un Écossais avec plus d'audace qu'une charretée de singes tentant une chirurgie cérébrale, n'a pas seulement vendu un pont. Il a vendu un paradis centra-américain entier et fictif appelé Poyet. Imaginez ceci, les années 1820, pas d'internet, et ce type entre à Londres avec des cartes forgées, de la fausse monnaie poyésienne qu'il a probablement imprimée dans son sous-sol, et des récits d'une terre où l'or coulait à flot, des indigènes amicaux et des infrastructures étrangement avancées. Des centaines de Britanniques, bénisse soit leur optimisme de l'ère coloniale, ont liquidé leurs avoirs, acheté des obligations d'État poyésiennes, à MacGregor bien sûr, et ont mis les voiles vers cette utopie tropicale. Ce qu'ils ont trouvé n'était pas Eldorado, c'était un marécage infesté de moustiques et de maladies, avec précisément 0 des commodités promises. Beaucoup ont péri, le cœur brisé et déconcerté. MacGregor, il avait déjà encaissé, probablement en commandant une nouvelle perruque encore plus flamboyante. Vendre un pays? Ça, c'est de l'escroquerie de niveau supérieur, les amis. Du génie pur et diabolique mêlé à une sociopathie absolue. 5. Charles Ponzi,
Le maestro dont le nom est devenu synonyme de fraude financière n'a pas débuté sa carrière légendaire avec des stratagèmes de crypto-monnaies ou des locations de yachts de luxe. Oh non, il a commencé par quelque chose de bien plus mondain, les timbres-poste. Son plan prétendument brillant impliquait l'achat de coupons postaux à prix réduit en Europe et leur rachat pour un joli profit en Amérique. Cela a fonctionné pendant environ 5 secondes, avant qu'il ne se tourne vers la stratégie intemporelle consistant à rembourser les premiers investisseurs avec l'argent escroqué à de nouvelles victimes sans méfiance. Les gens, aveuglés par la cupidité, posaient rarement des questions gênantes. Pourquoi le ferait-il quand il promettait un profit extravagant de 50% en seulement 45 jours? Au moment où son château de cartes s'est inévitablement effondré, il avait empoché des millions, brisé d'innombrables vies et légué un héritage si profondément stupide qu'il est encore imité aujourd'hui avec une régularité déprimante. 6. En l'an 1835, le journal New York Sun a déchaîné ce qui pourrait être la plus glorieusement extravagante fausse nouvelle jamais imprimée. Un véritable chef-d'œuvre de faute professionnelle journalistique. Ils ont rapporté avec empressement que des scientifiques avaient découvert de la vie sur la Lune. Et nous ne parlons pas de microbes ennuyeux ici. Oh non, il s'agissait de vie lunaire de premier ordre. Des hommes chauves-souris intelligents, des licornes majestueuses, des pyramides chatoyantes et des castors géants et industrieux, tous prétendument observés à travers un nouveau télescope révolutionnaire situé en Afrique du Sud. Les Américains, toujours avides d'une bonne histoire, l'ont dévoré. Les ventes de journaux ont grimpé en flèche. Même d'éminents scientifiques de Harvard auraient acquiescé, pensant « Eh bien, cela semble plausible ». Il a fallu des semaines de spéculations fiévreuses avant que le public ne réalise que tout cela n'était que pure absurdité, concoctée par un écrivain qui voulait juste faire une farce colossale au monde entier. Et cela a merveilleusement fonctionné. 7. Clark Stanley n'était pas seulement un vendeur d'huile de serpent. Il a pratiquement inventé le terme, devenant le P.T. Barnum des baumes bidons. À l'exposition universelle de 1893, ce cow-boy charismatique devenu charlatan a présenté un spectacle captivant, faisant bouillir publiquement des serpents à sonnette vivants sur scène, puis embouteillant le jus résultant comme un élixir miracle. Il affirmait audacieusement que sa concoction pouvait tout guérir, de l'arthrite tenace à la perte de cheveux embarrassante, et probablement aussi votre coup de blues du lundi matin. Alerte spoiler, des tests en laboratoire ont révélé plus tard que son puissant tonique était aussi reptilien qu'un poulet en caoutchouc. Il contenait principalement de la graisse de bœuf, un soupçon d'huile de piment pour cette sensation de picotement authentique, un peu de térébenthine, et peut-être une généreuse portion de regret pur et simple pour l'acheteur. Mais l'homme a vendu des milliers de bouteilles, prouvant qu'une bonne performance peut toujours l'emporter sur un produit inexistant. Il était essentiellement un influenceur bien-être du 19e siècle. 8. Les sœurs Fox, une paire d'adolescentes malicieuses, ont découvert qu'elles pouvaient leur faire craquer leurs articulations des orteils avec un son impressionnamment fort et déroutant. C'était tout. C'était tout le phénomène surnaturel. Mais en 1848, dans un monde avide de mystères, elles ont convaincu leurs voisins crédules que ces craquements et claquements étaient en fait des messages codés du monde des esprits. Un coup pour oui, deux pour non, déclarait-elle. Et soudain, l'Amérique était accro, disant « Des fantômes parlent par vos pieds, racontez-nous en plus ». Elles sont devenues des célébrités nationales, déclenchant tout le mouvement du spiritisme. Séances, planches Ouija, ectoplasme lumineux, le tout. Tout cela provenant de 2 filles et de leurs os de pied remarquablement flexibles. Même lorsqu'elles ont avoué plus tard que tout n'était qu'une supercherie, de nombreux adeptes ont refusé de les croire, car apparemment, l'attrait des fantômes bavards l'emporte sur la réalité banale à chaque fois. 9. Victor Lustig n'était pas n'importe quel escroc. Il était le genre d'escroc audacieux qui aurait essayé de vendre de la glace aux Esquimaux et aurait probablement réussi. Son exploit le plus légendaire, il a escroqué Al Capone. Oui, ce Al Capone, le gangster impitoyable qui a notoirement donné ses ennemis aux piranhas et prenait des agents du FBI au petit déjeuner. Lustig a approché Capone avec un investissement infaillible, lui a pris la coquette somme de 50 000 $, puis a caché l'argent dans un coffre-fort d'hôtel pendant 2 longs mois.
Ensuite, il a rendu l'argent à Capone, feignant la déception et disant « Désolé, Al, l'affaire est tombée à l'eau, mais voici votre argent en totalité. » Capone, complètement stupéfait par cette apparente démonstration de honnêteté de la part d'un escroc connu, a décidé que Lustig était un homme intègre et lui a confié plus tard encore plus d'argent. Ce que Lustig, fidèle à lui-même, a rapidement volé. Cet homme a escroqué Scarface avec rien d'autre qu'une fausse dignité et une moustache parfaitement sculptée. 10. William, 520%. Miller, un nom qui aurait dû immédiatement déclencher des signaux d'alarme pour quiconque ayant des compétences de base en mathématiques, a promis à ses investisseurs enthousiastes un rendement ahurissant de 10% chaque semaine. Cela représente un stupéfiant 520% par an. On pourrait penser que des personnes sensées s'arrêteraient et penseraient « c'est peut-être mathématiquement, physiquement et moralement impossible ». Ils ne l'ont pas fait. Au lieu de cela, ils ont pratiquement formé une queue de conga jusqu'à son bureau. En 1899, Brooklyn était essentiellement une immense parade de Ponzi joyeuse, tout cela grâce à Miller. Il a même loué un bâtiment entier juste pour empiler l'argent entrant de manière impressionnamment ostentatoire et finalement stupide. Certains premiers investisseurs, naturellement, ont rapidement gagné de l'argent, ce qui n'a servi que d'appât pour attirer encore plus de pigeons. Finalement, l'inévitable implosion financière a eu lieu. Miller a été arrêté et les gens se sont retrouvés à se gratter la tête se demandant « Attendez, pourquoi tout le monde ne devient-il pas riche aussi vite ?» Parce que c'est un mensonge, Barbara. C'est pourquoi. 11. Barry Minkoff, un nom synonyme d'audace juvénile et de fraude colossale, n'était qu'un adolescent lorsqu'il a bâti un empire de nettoyage de tapis de plusieurs millions de dollars. Best, entièrement fondé sur une base de mensonges audacieux. Il a forgé d'innombrables documents, fabriqué des demandes d'indemnisation d'assurance qui auraient fait rougir les scénaristes d'Hollywood et a même créé des immeubles de bureaux entièrement fictifs, juste pour impressionner des investisseurs crédules et des auditeurs au visage sévère. Ce gamin a fait passer le tristement célèbre scandale Enron pour une vente de pâtisserie mal organisée. La torsion vraiment hallucinante, il a orchestré cette gigantesque mascarade financière avant même de pouvoir légalement acheter une bière, quelque part entre les cours de sport du lycée et la lutte contre l'acné adolescente. Finalement, son château de cartes s'est effondré de manière spectaculaire. Mais bon, il en a tiré un contrat de livre et un film. L'Amérique, semble-t-il, aime les escrocs charismatiques, surtout ceux qui sourient de manière charmante aux caméras, tout en étant emmenés menottés. 12. Oscar Hartzell, un escroc avec un penchant pour le dramatique et une profonde compréhension de la vanité humaine, a réussi à convaincre des milliers d'Américains ordinaires qu'ils étaient les descendants directs du légendaire Sir Francis Drake, le célèbre explorateur et corsaire anglais. Selon l'histoire élaborée de Hartzell, le gouvernement britannique devait à ses héritiers, nouvellement découverts, un héritage colossal de plusieurs milliards de dollars. Tout ce dont il avait besoin de la part de chaque plaignant était une série de petits frais juridiques pour aider à débloquer cette vaste fortune imaginaire. Les gens, enchantés par la perspective de la noblesse et des richesses, lui ont envoyé de l'argent pendant des années. Ils ont formé des clubs exclusifs de la famille Drake, tenu des réunions régulières et porté fièrement des blasons sur mesure. Une femme aurait dépensé toutes ses économies à la poursuite de cet héritage fantôme parce que, comme elle l'a dit, elle se sentait royale. Attention spoiler, il n'y avait pas de trésor, il n'y avait pas de domaine ancien, il n'y avait pas de lignée noble. Juste un gars dans l'Iowa, probablement en train de rire à gorge déployée dans un costume très cher. 13. À l'époque glorieuse et non réglementée de la folie de la vente par correspondance, où l'on pouvait apparemment tout acheter par la poste, une escroquerie brillait plus fort et était plus idiote que toutes les autres, la vente de parcelles de terrain sur la Lune. Oui, vous avez bien entendu, la vraie Lune. Un opportuniste visionnaire nommé Dennis Hope a levé les yeux vers le ciel nocturne un jour, a eu une épiphanie et a décidé « Vous savez quoi? Personne ne possède officiellement cela. » Il a ensuite rapidement déposé une revendication de propriété entièrement bidon auprès de toute agence qui voulait, ou non, l'écouter et a commencé à imprimer des titres de propriété d'apparence impressionnante pour l'immobilier lunaire.
des dizaines de milliers de personnes que leurs cœurs optimistes soient bénis ont acheté avec enthousiasme ces tranches de lune. Certains les ont offerts en cadeaux romantiques, d'autres ont encadré leur certificat avec fierté, croyant posséder un morceau du cosmos. Non, ils ne l'ont pas fait. La NASA, il s'avère, ne reconnaît pas votre condo lunaire, Kevin. Mais l'arnaque, incroyablement, persiste encore, car certaines personnes adorent simplement posséder des choses qu'elles ne visiteront jamais. 14. Pendant les années folles, la Floride n'était pas seulement la terre du soleil, des oranges et du tourisme en plein essor. Elle était aussi la capitale mondiale incontestée des transactions immobilières profondément douteuses, un véritable marécage d'arnaques spéculatives. De vastes étendues de marécages inhabitables étaient commercialisées agressivement auprès de nordistes sans méfiance, comme des paradis tropicaux ou des propriétés exclusives en bord de mer. Certains de ces soi-disant lots étaient, littéralement, sous l'eau la majeure partie de l'année. Parfait si vous étiez une famille d'alligators ambitieux. Les gens de Chicago la froide ou de New York l'animée regardèrent des brochures glacées dépeignant des palmiers ondulants et des plages immaculées, pour découvrir à leur arrivée qu'ils avaient acheté une flaque infestée d'alligators. Les promoteurs ont même construit des villes entières factices pour les visites des acheteurs potentiels, avec des acteurs engagés se faisant passer pour des habitants heureux, de la musique entraînante et des sandwichs gratuits, potentiellement drogués. Lorsque le marché s'est inévitablement effondré, la Floride s'est retrouvée avec des rêves brisés, d'innombrables lots vides et un héron très confus se tenant là où la pièce à vivre de rêve de quelqu'un était censée être. 15. Miss Cléo, la médium emblématique de la télévision, est apparue sur les écrans de télévision de fin de soirée à travers l'Amérique, dotée d'un accent jamaïcain épais et théâtral, d'un jeu de cartes de tarot mystique et d'une énergie psychique prétendument si puissante qu'elle pouvait sonder directement votre âme, ou, plus précisément, votre portefeuille. « Appelez-moi maintenant », implorait-elle avec un air de sagesse cosmique urgente. Des millions l'ont fait, désespérés de trouver des réponses sur l'amour, l'argent ou pourquoi leur grille-pain continuait de tout brûler. Ce qu'ils ont réellement obtenu, c'était une équipe d'opérateurs téléphoniques résolument non médiums, probablement ennuyés, lisant des scripts préécrits et facturant assidûment la somme exorbitante de 4,90 $ par minute pour ce privilège. Attention spoiler, la vraie Yuri Harris, la femme derrière Miss Cléo, est née à Los Angeles. Pas jamaïcaine, pas médium. Juste une actrice brillamment convaincante enveloppée dans un foulard coloré. L'arnaque de plusieurs millions de dollars a finalement été démantelée, mais soyons brutalement honnêtes. Si vous appeliez un numéro 1-900 pour des conseils de vie profonds, ces 4,99 $ étaient probablement une leçon bien apprise. 16. John Kelly, un homme doté d'une imagination fantastique et d'un baratin commercial encore meilleur, a inventé à la fin des années 1800 une prétendue machine à énergie libre qu'il affirmait fonctionner grâce à ce qu'il appelait la force éthérique. En termes scientifiques, la force éthérique se traduit grossièrement par sottise complète et absolue. Mais Kelly était un showman. Il donnait des démonstrations élaborées et captivantes, utilisait un éventail de tuyaux et de jauges d'apparence mystérieuse, et s'assurait que sa machine produisait des bourdonnements forts et impressionnants. Ce qui, apparemment, était toute la preuve dont les riches investisseurs avaient besoin pour lui jeter d'énormes sommes d'argent. Pendant 26 ans, il a escroqué avec succès certains des hommes les plus riches de son époque avec un appareil qui ressemblait à une machine à expresso steampunk ayant fait une overdose d'ambition. Il s'est avéré que l'engin était ingénieusement alimenté par un moteur astucieusement caché et une réserve inépuisable de ses propres mensonges audacieux. Quand il est finalement mort, des ingénieurs l'ont inspecté et ont essentiellement dit « Oh, ce n'est que de la plomberie et de pures vibrations. » 17. Le géant de Cardiff était une sensation archéologique qui n'en était pas une. Un colossal homme pétrifié de 3 mètres de haut, prétendument déterré dans une humble ferme à Cardiff, New York, en 1869. Le fermier qui l'avait découvert affirmait que c'était un géant ancien et fossilisé, une relique d'une époque révolue. Naturellement, les gens ont paniqué.
les scientifiques se sont engagés dans des débats passionnés sur ses origines. Des milliers de personnes ont afflué sur le site, payant avec empressement pour apercevoir cette merveille préhistorique. Puis, la vérité plutôt gênante a éclaté. Il s'agissait en fait d'une statue géante, méticuleusement sculptée dans du gypse, vieillie artificiellement, puis secrètement enterrée dans la ferme un an auparavant. Le tout faisant partie d'un canular élaboré par le propriétaire de la ferme, George Hull. Encore mieux, le légendaire forain P.T. Barnum a essayé d'acheter le géant original, a été éconduit, puis a rapidement commandé son propre faux géant, affirmant effrontément que le sien était le vrai et dénonçant l'original comme une fraude. Nous avions donc maintenant un faux d'un faux étant qualifié de faux par un maître faussaire. Véritable chef-d'œuvre de métacanular, aux proportions épiques. 18. Écartez-vous, télé-réalité. Car en 1817, une jeune femme nommée Mary Baker, connue plus tard sous le nom d'exotique princesse Carabou, a mis en scène l'expérience sociale la plus bizarre, ou peut-être juste une tentative désespérée d'échapper à la morne vie du Devon. Elle a erré dans un village anglais parlant un charabia complet, vêtue de vêtements excentriques, et a laissé entendre qu'elle était une royauté naufragée venue d'une mystérieuse île orientale. La noblesse locale, assoiffée d'excitation et désireuse d'afficher sa sophistication mondaine, a absolument adoré. Ils l'ont logée, nourrie, exhibée lors de fêtes, et ont fait appel à des experts pour essayer de déchiffrer sa langue, qui consistait probablement à faire des grimaces et des bruits qu'elle avait appris des animaux de la ferme. Pendant 10 semaines glorieuses, elle a vécu comme une reine, déconcertant les érudits et charmant la haute société. Quand un ancien employeur l'a reconnue, le subterfuge a été découvert. Mais honnêtement, duper un groupe d'aristocrates pompeux en leur faisant croire que vous êtes une princesse adoratrice d'ananas de Javasu, ce n'est pas seulement une escroquerie, c'est de l'art de la performance du plus haut calibre. 19. Dans le monde financier trépidant de 1904, deux individus rusés nommés Adams et Arnold ont exécuté l'audacieux grand canular de l'or de Wall Street. Leur plan ingénieux impliquait de soudoyer des journalistes de journaux malléables pour publier des articles de presse entièrement fabriqués. Ces articles affirmèrent de manière sensationnelle que le Trésor américain avait secrètement lancé un vaste programme d'achat d'or, une mesure conçue pour gonfler artificiellement les prix de l'or. Des investisseurs sans méfiance, saisis par la fièvre de l'or, sont devenus absolument fous. Les prix de l'or ont monté en flèche comme prévu. Et tandis que le reste du monde perdait collectivement la tête financièrement, Adams et Arnold ont froidement et discrètement vendu leurs propres importantes réserves d'or au sommet de la frénésie artificielle, faisant ainsi fortune. Lorsque la vérité a inévitablement éclaté, Wall Street s'est senti profondément et personnellement victimisé. Le Congrès était, comme on pouvait s'y attendre, furieux. Mais vous savez bien, au fond, que quelqu'un dans un arrière-salle enfumé a murmuré « Putain, c'était incroyablement habile ». 20. Un artiste entièrement fictif nommé Bruno Hatt est improbablement devenu la coqueluche célébrée de la scène artistique exigeante de Londres en 1929, loué pour son génie révolutionnaire. Sauf que Bruno n'existait pas. Il était la brillante création satirique d'un groupe de farceurs aristocratiques malicieux. Un cercle qui incluait notamment le célèbre écrivain Evelyn Waugh. Ils ont délibérément produit de très mauvaises peintures, très amateurs, leur ont accolé un nom étranger aux sonorités exotiques et ont audacieusement organisé une exposition. À leur immense amusement, des critiques d'art estimés ont loué le génie brut et indompté de Bruno et sa profonde richesse émotionnelle. Un critique particulièrement enthousiaste a déclaré que les œuvres hurlaient de géométrie tourmentée. Cette géométrie tourmentée, littéralement de simples triangles griffonnés au hasard lors d'une après-midi plutôt ennuyeuse. Cette farce élaborée a finalement été révélée dans une exposition sensationnelle d'un journal, et le monde de l'art prétentieux ne s'en est sans doute pas remis émotionnellement depuis ce jour. 21. Pendant la Première Guerre mondiale, alors que les tensions étaient sans doute assez vives, l'écrivaine Virginia Woolf, son frère Adrian et une bande de copains malicieux ont décidé que l'armée britannique avait besoin d'une bonne dose de chaos total. Leur plan machiavélique?
le canular du Dreadnought. Ils ont revêtu des costumes élaborés comprenant du blackface, des fausses barbes extravagantes et de majestueux turbans, se proclamant royauté abyssinienne. La vénérable Royal Navy, que leur chapeau formel soit béni, a accueilli ces dignitaires à bord du HMS Dreadnought avec tous les honneurs militaires, une visite guidée et un orchestre jouant avec enthousiasme l'hymne national d'un pays qui n'existait que dans leur imagination. Les farceurs ont communiqué dans un carabia enthousiaste et ont salué avec la grâce de flamants roses effrayés. La marine n'a compris qu'après que ce glorieux coup ait fait la une des journaux, puis a hilaramment tenté de les arrêter, vraisemblablement pour un excès de fabulosité et pour les avoir rendus ridicules. 22. Lou Pearlman, le gourou derrière des sensations pop sirupeuses comme NSYNC et les Backstreet Boys, ne se contentait pas de fabriquer des boys bands. Il orchestra aussi l'une des escroqueries de Ponzi les plus longues et les plus audacieuses de l'histoire de la musique. Tout en produisant des tubes en tête des classements et en cultivant des légions de fans adolescents hurlants, il dirigeait simultanément une société d'investissement totalement bidon. Cette entreprise fantôme a escroqué des retraités âgés, des rêveurs naïfs et même les membres de ses propres groupes, leur soutirant environ $1,5 milliard. Il a habilement falsifié des relevés bancaires, inventé des compagnies aériennes fantômes entières pour renforcer sa fausse crédibilité, et a utilisé sans vergogne des photographies de jets privés aléatoires comme preuve de ses immenses actifs inexistants. C'était comme si Simon Cowell avait décidé de travailler en parallèle comme le loup de Wall Street, mais avec beaucoup plus de mèches blondes givrées. Quand tout a inévitablement capoté, la musique a peut-être cessé, mais le facteur de malaise pur et non adultéré, ça, mes amis, c'est éternel. 23. Gaylord Wilshire. Oui, ce même magnate de l'immobilier qui a donné son nom au célèbre Wilshire Boulevard de Los Angeles, s'est un jour lancé dans une quête étrange pour guérir toutes les maladies connues de l'humanité à l'aide d'une ceinture. Mais ce n'était pas n'importe quelle ceinture ordinaire. Attention, c'était la ceinture électrique Ion ACO, une invention miraculeuse qui, selon ses publicités follement optimistes, magnétisait votre sang. Elle promettait de tout guérir, des maux de tête persistants et des douleurs dorsales chroniques à la baisse de la vue, aux humeurs perpétuellement maussades et probablement même à votre mariage profondément décevant. L'appareil lui-même ressemblait à quelque chose que l'oncle beaucoup moins cool et légèrement triste de Batman pourrait porter un jour particulièrement morose. Des milliers de personnes, désespérées de trouver un soulagement ou peut-être simplement incroyablement crédules, l'ont acheté, l'ont porté religieusement et ont juré qu'elle faisait des miracles. Bien sûr, ce n'était pas le cas. Ce n'était que du fil de cuivre, un peu de rembourrage et beaucoup de battage publicitaire éhonté. 24. Il a existé une époque particulière dans l'histoire américaine où des gens normalement sensés pensaient qu'il était parfaitement raisonnable d'investir leur argent durement gagné dans un domaine complètement inexistant, fabuleusement riche, prétendument situé à Philadelphie. L'infâme canular du domaine Baker a réussi à persister pendant plus d'un siècle, convainquant avec succès des dizaines de milliers d'individus remplis d'espoir qu'ils étaient les héritiers légitimes d'une fortune mythique et colossale. Cette fortune aurait été laissée par un homme qui, attention spoiler, n'a en fait rien laissé à personne. Les gens organisaient des réunions de famille enthousiastes, signaient diligemment des pétitions, formaient des comités dédiés pour poursuivre leurs revendications et envoyaient collectivement de vastes sommes d'argent, beaucoup, à de soi-disant avocats qui promettaient constamment qu'ils étaient sur le point de débloquer le trésor imaginaire. Génération après génération est tombée dans cette illusion tenace, un témoignage d'espoir. 25. Au début des années 1900, les villes américaines ravagées par de graves sécheresses dévastatrices pour les cultures étaient souvent si désespérées de pluie qu'elles avaient recours à l'embauche de faiseurs de pluie autoproclamés. Il s'agissait généralement d'hommes charismatiques qui affirmaient avec confiance pouvoir provoquer des averses torrentielles en utilisant des méthodes secrètes, souvent théâtrales et aux sonorités scientifiques. L'un des plus célèbres, ou infâmes, de ces sorciers météorologiques était Charles Hadfield. Sa technique consistait à mélanger une mystérieuse concoction de produits chimiques dans d'énormes barils d'apparence sinistre,
puis à attendre patiemment que les nuages se rassemblent et pleurent. Parfois, par coïncidence, il pleuvait. Parfois, sans surprise, il ne pleuvait pas. Lors d'une occasion particulièrement mémorable à San Diego, il a plu si catastrophiquement fort après ses efforts qu'un barrage a cédé, entraînant tragiquement 20 décès, et la ville, dans un curieux rebondissement, l'a poursuivi non pas pour n'avoir pas fait pleuvoir, mais pour en avoir fait beaucoup trop. Une véritable merveille météorologique. 26. Oubliez Barry le bizarre de Brooklyn. Permettez-moi de vous présenter Emulex Hawksboy, un jeune homme de 23 ans ayant abandonné l'université qui a provoqué à lui seul un krach boursier de plusieurs milliards de dollars à Wall Street, n'utilisant rien de plus sophistiqué qu'un télécopieur et un communiqué de presse contrefait diaboliquement efficace. En l'an 2000, ce jeune cerveau, Mark Jacob, a falsifié un message prétendument émanant de la société technologique Emulex. Le faux communiqué annonçait faussement que le PDG avait démissionné et que l'entreprise faisait l'objet d'une enquête sérieuse pour irrégularité comptable. Les actions d'Emulex ont chuté d'un étonnant 62% en seulement 15 minutes chaotiques. La panique a suivi. Du café a été renversé partout. Jacob lui-même a empoché 240 000 $ en quelques minutes grâce à la vente à découvert avant d'être inévitablement pris. Son excuse boiteuse ? Ce n'était qu'une blague, mec. Wall Street et la prison fédérale ont catégoriquement exprimé leur désaccord. 27. Pendant plus de 40 années glorieuses et consternantes, les esprits scientifiques les plus vifs du monde se sont fait complètement rouler dans la farine par l'homme de Piltdown, l'ultime farce paléontologique. Ce célèbre chaînon manquant, prétendument découvert dans une carrière de gravier anglaise, était pure fiction. Imaginez un crâne humain médiéval brutalement fusionné avec la mâchoire d'un orang-outan, auquel s'ajoutent quelques dents de chimpanzé habilement limées et jetées comme des confettis osseux. Ce fossile de Frankenstein fut triomphalement exhibé comme la preuve que l'humanité était apparue en joyeuse vieille Angleterre. Les musées ont construit des sanctuaires, les manuels scolaires ont chanté ses louanges. La vérité, révélée des décennies plus tard, a montré qu'un farceur de génie, toujours inconnu, avait méticuleusement tout falsifié, teignant les os pour les faire paraître anciens. Le souffle collectif de la communauté scientifique fut assourdissant. C'était moins de l'évolution, plus une escroquerie épique. 28. Passons maintenant aux mécaniques, ou plutôt à l'illusion mécanique. Le Turc était une merveille célébrée du XVIIIe siècle, un automate maître d'échecs qui a fait des tournées en Europe et en Amérique, battant fréquemment ses adversaires humains avec une habileté déconcertante. Les gens étaient ça complètement étonnés, déconcertés. Comment une simple machine, un assemblage d'engrenages et de bois, pouvait-elle les déjouer à un jeu aussi complexe? La réponse était simple, mais brillamment dissimulée. Ce n'était pas du tout un robot. C'était un maître d'échecs humain, habilement caché à l'intérieur du grand cabinet sous l'échiquier. Accroupi inconfortablement dans les entrailles de la machine, vêtu de noir pour éviter d'être détecté, cet opérateur caché a transpiré à travers d'innombrables échecs et maths. Toute cette illusion élaborée a captivé les publics pendant des décennies, trompant même des sommités comme Napoléon Bonaparte. Des siècles plus tard, nous avons réalisé que la machine ne possédait aucune véritable intelligence artificielle, juste une excellente posture interne et un assistant très à l'étroit, hautement qualifié. 29. Ah, le bonneteau. Cette escroquerie de rue est si classique qu'elle a pratiquement sa propre exposition muséale au Panthéon des escrocs. C'est un magnifique ballet de tromperie où un revendeur bavard aux mains plus rapides qu'un écureuil sous caféine vous invite à trouver la dame, généralement la reine, parmi 3 cartes. Ça semble simple, n'est-ce pas? Faux. Tellement faux. Le croupier, travaillant souvent avec une équipe de complices, de faux joueurs qui gagnent pour vous attirer, utilise une prestidigitation experte, la diversion, et un baratin si déroutant qu'il pourrait vous tordre le cerveau en bretzel. Il pourrait sans et même vous laisser gagner 1 ou 2 manches, juste pour gonfler votre ego et desserrer les cordons de votre bourse. Puis, bam! Votre argent a disparu, évaporé plus vite qu'une promesse de politicien.
Même les personnes qui se considèrent aussi vives qu'une punaise se sont fait avoir par cette arnaque intemporelle, car elle ne joue pas seulement sur la cupidité, mais sur notre perception même de la réalité. C'est moins un jeu de hasard qu'un tour de magie psychologique conçu pour vider vos poches. 30. En 1983, le magazine allemand Stern a lâché une bombe qui a fait renverser leur café aux historiens. Ils avaient découvert les journaux intimes secrets d'Adolf Hitler. 60 volumes des pensées les plus intimes du Führer, ses gribouillis, ses listes de courses, probablement. Le monde est devenu fou. Les médias ont payé des millions pour les droits de publication en série. C'était la découverte historique du siècle. Jusqu'à ce que, oups, ce ne soit pas le cas. Les journaux intimes étaient en fait des faux. Forgés de manière spectaculaire, comiquement mal, par un escroc nommé Konrad Kujau, qui était plus doué pour l'escroquerie que, disons, pour recréer avec précision le papier et l'encre de l'époque nazie. Les experts qui les avaient initialement authentifiés ont soudainement développé une fascination intense pour le sol. Le contenu était si anachronique et fade, c'était comme si Hitler avait dicté ses mémoires à un adolescent ennuyé. Les répercussions ont été immenses, un moment de facepalm mondial, prouvant que si une histoire est assez juteuse, même les experts perdront temporairement leurs compétences en pensée critique. 31. En l'an 1980 et non 1970, un homme nommé Dennis Hope, doté soit d'une vision audacieuse, soit d'une incompréhension extraordinaire du droit de la propriété, a levé les yeux vers la Lune et a eu une pensée qui allait lancer un millier d'actes de propriété fantaisistes. Et personne ne possède vraiment cette chose. Alors, il a fait ce que tout individu entreprenant, possédant une imprimante et un surplus de confiance, ferait. Il l'a revendiquée. Tout entière. Il a méticuleusement déposé des documents auprès des Nations Unies, qui les ont probablement classés à la corbeille, s'est grandement déclaré président du gouvernement galactique et a commencé à vendre des biens immobiliers lunaires pour le prix modique d'environ 20 $ l'acre. C'est exact. Il a bâti tout un empire commercial en vendant des morceaux de la Lune à des terriens pleins d'espoir. Des gens, y compris des célébrités, ont acheté des milliers d'acres. Il a même étendu son portefeuille céleste pour inclure des terres sur Mars, Vénus et Pluton. Personne ne pouvait l'arrêter légalement car, techniquement, le droit spatial existant, rédigé par des intellos sensés, n'avait pas tout à fait anticipé le capitalisme interstellaire à ce niveau. 32. Le grand canular lunaire de 1835 fut l'équivalent du 19e siècle d'un titre sensationnel, Flash Info, Aliens, confirmé. Une sensation virale avant même que les virus ne soient compris. Le journal The New York Sun publia une série d'articles stupéfiants affirmant que d'éminents astronomes, utilisant un nouveau télescope révolutionnaire en Afrique du Sud, avaient découvert une vie intelligente sur la Lune. Et nous ne parlons pas d'organismes unicellulaires ennuyeux. Non. C'était une véritable ménagerie lunaire, présentant des hommes chauves-souris, d'élégantes licornes et des castors hautement civilisés bâtisseurs de temples. Les lecteurs à travers l'Amérique sont devenus absolument fous d'excitation. Les églises tinrent de solennelles discussions sur les implications théologiques. Les scientifiques auraient hoché la tête pensivement, se demandant peut-être comment ils avaient pu rater cela. Peu de gens prirent la peine de poser la question évidente. Attendez, comment ont-ils pu voir tous ces détails avec un télescope depuis la Terre? Les ventes de journaux explosèrent. Les écrivains firent tant de fortune. Quand ils admirent finalement que tout cela n'était qu'une fiction brillamment concoctée, le public haussa en grande partie les épaules et dit « Ah, assez juste alors !» 33. Avant que les escrocs par email ne supplinent pour vos coordonnées bancaires, afin de débloquer la fortune d'un prince nigérian, il y avait la lettre du prisonnier espagnol, l'arnaque à l'avance de frais originale qui sépare les sots de leur argent depuis le XVIe siècle. Imaginez recevoir une supplique désespérée, manuscrite, un riche noble, injustement emprisonné en Espagne ou dans un autre lieu exotique, a besoin de votre aide. Juste une petite somme, vous comprenez, pour soudoyer un garde, assurer sa libération, peut-être acheter un très bon crochet de serrurier. En retour, juste une part massive de son trésor caché, et probablement la main de sa belle-fille, opportunément célibataire. Des gens, enivrés par des visions de doublons d'or et de demoiselles,
ont réellement envoyé de l'argent. Pendant des siècles, le prisonnier, bien sûr, était aussi réel qu'une licorne à monocycle, et le trésor caché était en sécurité dans la poche de l'escroc. C'est un témoignage intemporel de la façon dont une bonne histoire larmoyante, une pincée de cupidité et une touche de fantaisie romantique peuvent faire des choses incroyablement stupides, même aux personnes sensées. Certaines arnaques ne meurent jamais. Elles se contentent de mettre à jour leur en-tête. Laquelle de ces arnaques vous a fait le plus remettre en question la réalité? Les testicules de chèvre? Le pet rock? Ou la vente de la lune elle-même? Laissez votre choix dans les commentaires. Ou mieux encore, inventez votre propre arnaque moderne ridicule. La plus absurde sera épinglée. Si cette vidéo vous a fait rire, grincer des dents ou dire « impossible que ce soit réel », éclatez ce like, abonnez-vous et restez avec nous. Parce que l'histoire n'est pas seulement étrange, elle devient de plus en plus étrange.